Bonjour à tous. Je me présente Aurélie Deschamps. Je suis infirmière en thérapeutique anti-infectieuse sur l'hôpital de Bligny dans l'Essonne. Et je me présente, je suis Gabrielle Boudard-Limantu, je suis référente antibiothérapie dans l'équipe multidisciplinaire d'antibio de l'hôpital de Gonesse dans le Val d'Oise. Et on travaille aussi également avec Charlotte Pou qui travaille sur l'hôpital Henri Mondor et qui est aussi infirmière en thérapeutique anti-infectieuse sur l'EMA de Mondor. En fait, on a créé un réseau toutes les trois puisqu'on est les trois seules infirmières d'Île-de-France ayant un poste sur une EMA. Pour vous présenter un petit peu, l'idée c'est que toutes les présentations de ce matin ont vraiment été hyper complètes et que nous, on voudrait un petit peu vous donner du pratico-pratique en vous présentant ce qu'on fait, nous, sur nos postes qui sont très récents. Et puis voilà, surtout avoir un échange avec vous si vous avez des questions. Pas hésiter à poser des questions et tout ce qu'on pourra vous répondre, on répondra avec plaisir. On va refaire du coup des points sur il y a des thématiques qui ont été déjà abordées ce matin. On va revenir dessus en façon un petit peu à faire des petits focus terrain et les spécificités de la surveillance infirmière par rapport à l'antibiothérapie à l'hôpital en particulier. Donc on n'a pas de déclaration d'intention. L'équipe multidisciplinaire en antibiothérapie, c'est quelque chose qui est assez récent, qui a été créé du coup avec le plan 2022-2025. Et du coup, c'est des équipes multidisciplinaires qui peuvent être composées et de médecins, de pharmaciens, de microbiologistes et donc d'infirmières. Et un DU, du coup, a été mis en place sur Rennes avec, pour l'instant, 2 sessions qui ont eu lieu. Une en 2018-2019, où il y a eu 10 infirmières de diplômés, et une seconde session en 2021-2022, dont Charlotte et moi-même sont issus, également 2 autres infirmières présentes dans la salle. Et il y a une prochaine session qui va se dérouler, du coup, en novembre, là, qui va commencer en novembre. Donc, on n'est que 23 infirmières pour l'instant à être diplômées en France et 4 infirmières du coup qui ont intégré des EMA. Ça reste encore très récent comme projet d'intégrer les paramédicaux dans ces équipes qui sont créées. Avant on les appelait les équipes mobiles, ça part avec une nouvelle dénomination, le M est devenu multidisciplinaire, mais l'intégration des paramédicaux est très très récente au niveau de ces équipes de conseil à l'antibiothérapie et aux anti-infectieux de façon plus large. Et c'est pour ça que vous n'avez pas encore dans tous les établissements, dans vos EMA, des paramédicaux intégrés. Le but de tout ça, c'est d'harmoniser bien sûr les pratiques, tout bonnement, dans ce plan national 2022-2025 et plus, et puis lutter contre l'antibiorésistance dans la promotion du bon usage des antibiotiques. Donc globalement, on ne pourrait pas vous décrire nos journées types. On va essayer de vous faire un petit listing de nos missions qu'on a soit communément établies, parce que on avait un intérêt tous les trois à partager aussi ces missions-là, et puis après, certaines d'entre nous ont des missions plus spécifiques liées à leur établissement et à leurs équipes médicales. Mais grosso modo, peut-être que je te laisse présenter les études des hémocultures. Moi, j'ai un poste à 40%, où du coup, je suis 2 jours par semaine sur ce poste. Et en fait, je reçois des alertes microbio, donc du coup du labo, sur tout ce qui est hémoculture, prélèvement profond. Et également une alerte pharmaco avec tout ce qui est antibiotiques critiques. À partir de ces 2 alertes, du coup, j'étudie les dossiers de chaque patient et après, j'en réfère aux infectiologues pour voir quels sont les dossiers qui sont pertinents pour faire de la réévaluation d'antibiothérapie. Donc, soit en fonction des alertes, mais également sur de la réévaluation à 48-72 heures, dans le but toujours de donner la bonne dose, la bonne durée, la bonne molécule, voilà. Alors moi, c'est principalement ce qui m'occupe une grosse partie de mes 2 journées. Et à côté, comme c'est un projet qui se construit, on est en train de développer un programme d'éducation thérapeutique SH pour sortie d'hospice, ou en anglais Discharge Education. Donc c'est... Pardon pour l'accent. Donc c'est un nouveau type de suivi de patients pour justement favoriser l'observance, avec tous nos critères très médicaux, et puis surtout aussi respecter toute la dynamique socio-professionnelle et familiale des patients qui rentrent du coup avec une antibiothérapie au long cours et qui peut être impactante. On n'a pas forcément tous les aspects de tout ça quand
quand on est côté soignant. À côté de ça, on mène des audits, soit de façon locale, soit du coup de façon harmonisée. Notamment, on a établi un audit d'évaluation des connaissances des professionnels paramédicaux on a eu la chance de les présenter aux Journées nationales de l'infectieux la semaine dernière, qui établit une harmonisation du manque de connaissances du coup peut-être de nos collègues et peut-être des actions à mettre en place au niveau des 3 années d'études qu'on reçoit en IFSI qui sont très concis au niveau de l'apport sur cette thématique-là. On construit des outils également qu'on pourra vous projeter par la suite, des outils d'appui pour le terrain, des bouquets de formation pour nos collègues également sur différentes thématiques liées au bon usage des antibiotiques. Et puis aussi, on profite de 2 grandes manifestations annuelles qui ont lieu en novembre pour la semaine mondiale du bon usage des antibiotiques et en avril pour la journée européenne de la vaccination. Donc voilà, c'est un peu nos 2 grandes thématiques sur lesquelles on arrive à sensibiliser quand même pas mal de grand public et également nos collègues soignants. Voilà. On part du principe que tout le monde connaît les antibiotiques, c'est pas automatique, mais quand on creuse un petit peu au-delà, il y a des petites carences qu'on essaye de combler. Oui, et en fait, il y a également, alors c'est plus Charlotte du coup qui travaille là-dessus, un protocole de coopération qui est en train de se mettre en place justement pour nous donner délégation et autorisation par rapport à du coup la prise en charge des patients sous antibiothérapie. L'HDJ aussi, éventuellement, ça a été abordé ce matin, pour désensibiliser les patients qui se disent allergiques, nous faire les premiers examens, les prick tests, les IDR, et éventuellement lancer une désensibilisation, notamment au pénicilline. Donc ça, c'est en cours de construction également. Concrètement. Alors, si on reprend le rôle de l'infirmière, du coup, par rapport du coup au bon usage de l'antibiothérapie, il y a 2 grands périmètres d'action. Premier périmètre d'action qui va être face aux infections et le deuxième plutôt face aux antibiotiques. Et du coup, à partir de ça, l'infirmière, du coup, c'est tout le rôle qu'elle va pouvoir avoir par rapport aux patients de surveillance, voilà. Le but de tout ça, c'est aussi, on a remarqué quelque chose dans nos services de soins, c'est que, je fais une grosse généralité, attention, malheureusement, on arrive sur des collègues qui viennent, qui font leurs soins, mais qui ne vont pas aller au-delà du soin pur. C'est pour ça que nous aussi, notre rôle, c'est de sensibiliser que, oui, il y a l'acte l'acte propre, le rôle propre de l'infirmière et le rôle sur prescription, mais qu'il y a aussi pas mal de choses à mettre en place au-delà de l'application de la prescription de l'antibiotique pur à passer. Donc par rapport au périmètre, par rapport à l'infection, du coup, la première chose, c'est l'application des protocoles d'hygiène, du coup, pour éviter justement la transmission des micro-organismes. Alors ça, c'est en lien aussi avec les EOH des établissements, et également tout ce qui est manipulation des dispositifs vasculaires. J'avais pas dit la surveillance du patient. Dans, le deuxième point, ça va être la surveillance du patient, puisqu'en fait, l'infirmière, en voyant le patient au quotidien, c'est elle qui va recevoir ses plaintes, qui va apprendre également tous ses paramètres hémodynamiques, la surveillance clinique, et du coup, c'est elle qui peut être du coup là pour voir les premiers signes d'une infection. À côté du coup, périmètre d'action, c'est ce qu'on vous disait, on essaie d'impliquer nos collègues au maximum. Donc au-delà du fait d'appliquer la prescription, on veut vraiment les sensibiliser sur l'importance de leur préparation. Donc quels solvants utiliser, comment diluer, comment respecter les concentrations. Et du coup, est-ce qu'il y a des précautions particulières sur la voie dédiée, l'importance des fréquences et du respect justement du laps de temps, comme ce qui a été exposé ce matin par rapport à la pharmacodynamique et la pharmacocinétique et les vitesses d'administration. Donc là, vous avez la projection d'outils qu'on a créés pour nos collègues pour que ça soit très visuel et qu'ils aient un format de poche comme aide-mémoire pour les IV et les péros. On va pouvoir rentrer en détail par la suite. L'autre rôle de l'infirmière va être, on l'a vu également ce matin, en fait, de surveiller et l'efficacité du traitement, la tolérance, mais également l'apparition éventuelle d'effets secondaires.
Voilà, et donc de pouvoir relayer auprès des médecins du coup toutes ces efficacités, tolérance, intolérance, voilà, et d'en connaître les signes, bien sûr qu'on a pu en parler ce matin. On tenait à vous projeter quand même cette diapo qu'on trouve assez, qui résume en fait tout ce qui a été abordé ce matin sur les 2 topos médicaux que vous avez eus. Mais voilà, vous pouvez la prendre en photo ou la capturer quand vous aurez les partages de PowerPoint. Du coup, les petits focus, comme on vous disait, on voulait revenir avec vous sur l'abord vasculaire en tant que tel. Alors ça c'est un outil que nous on a développé sur Blini en fait pour choisir du coup l'abord vasculaire pour le patient en fonction du besoin en fait que peut avoir le patient. Est-ce que le patient il a besoin d'une antibiothérapie? Est-ce que c'est un traitement plus une chimiothérapie? Est-ce que en fonction de la durée? Voilà, l'idée c'est vraiment d'adapter et de donner le bon dispositif et de pas c'est vrai que les peak lines sont de plus en plus généralisées, peut-être pas de mettre des peak lines trop fréquemment quand c'est juste pour une antibiothérapie qui peut durer 7 jours, 10 jours, voilà. Voilà, donc c'est d'avoir une réflexion sur quel dispositif pour quelle prise en charge. Ces outils-là, donc comme vous disait Aurélie, ça c'est un outil qui est utilisé à Blini et qui est en corrélation avec les recommandations en cours. Après, c'est vrai que certains établissements ont des petites particularités selon le dispositif. À côté, il existe des supports que vous pourrez demander, typiquement chez les prestataires de santé, où vous avez des livrets avec des arbres décisionnels qui sont très très bien faits. Donc voilà, c'est des choses qui existent et qui peuvent vous épauler au quotidien sur les différentes voies que vous avez dans la prise en charge de vos patients. On ne va pas revenir sur la surveillance, c'est quelque chose que vous connaissez et qu'on a abordé juste précédemment, mais effectivement, voilà, il y a un grand côté d'asepsie que vous maîtrisez à garder. Du coup, le deuxième point qu'on voulait faire avec vous, c'est les dilutions, concentration et stabilité dans la grande question de je mets du sérum FIV ou je mets du G5. Alors effectivement, le document que vous avez en haut a été déjà présenté ce matin, c'est ne pas se prendre pour l'apprenti sorcier, c'est la base de notre travail quotidien qui va être révisé, parce que ce document date de 2016, si ma mémoire est bonne. Au JNI, aux Journées nationales d'infection, ils nous ont annoncé que normalement, pour la fin du mois, il serait publié. Donc voilà, on va pouvoir mettre à jour tous nos petits documents et aide-mémoire pour nos collègues sur les dernières recommandations, et notamment pour les dernières molécules qui sont sorties. Du coup, ça va être par rapport à notre outil d'aide qu'on a mis en place, dont on vous a déjà parlé. L'idée, c'est de savoir dans quelle dilution doit être fait l'antibiotique, quelle est la concentration maximum, quelle est sa stabilité, et de savoir également dans quel dispositif on peut passer l'antibiotique. On met juste un point de vigilance parce que les recommandations souvent sont applicables à l'hôpital mais pas forcément au domicile, notamment pour les diffuseurs où on pense à la température ambiante mais on ne pense pas forcément à la température corporelle du patient qui rajoute des degrés supplémentaires à la stabilité des molécules qui sont dedans. Donc voilà, on a bien conscience que ce que nous on recommande à l'hôpital n'est pas forcément tout à fait applicable à la maison et qu'il y a peut-être des choses à modifier par rapport à tout ça. C'est vrai que nous, les diffuseurs à l'hôpital sont peu utilisés. Alors nous, on commence à les utiliser sur Blini, voilà, c'est récent, c'est un essai qu'on fait. En fait, c'est pour apporter aussi, on va dire, dans la prise en charge du patient. Nous, on a beaucoup de patients qui sont là aussi pour de la rééducation respire, rééducation cardiaque, et du coup, de pouvoir traiter l'infection de longue durée, mais également qu'ils aient toujours cette possibilité d'avoir une prise en charge en kiné. Ce qui évite que, par rapport à tout ce qu'on a pu aborder ce matin sur l'administration continue, que ça ne bloque pas le patient en continu dans sa chambre relié à une perfusion. Voilà. Là, on vous fait juste un petit zoom. Alors, ça va peut-être susciter polémique en zoomant davantage, mais voilà, concrètement, pour faire quelque chose de plus joli que Stabilis, c'est un peu ce que Charlotte a construit et qu'on a pu reprendre selon les desiderata de nos équipes médicales plus ou moins modifiées, mais concrètement, c'est l'outil qui à destination des soignants pour un peu les guider dans l'administration des antibiotiques dans les services. Alors, c'est peut-être pas très net, mais ça, c'est quelque chose qu'on pourra vous partager par la suite si vous le souhaitez.
Donc, le deuxième point, c'est les dispositifs, les DM biomédicaux. Alors, vous les connaissez, hein, il y a les perfuseurs gravitaires, les pousse-seringues électriques, les pompes. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Les perfuseurs par gravité, il y a polémique depuis plusieurs années, hein, au niveau de la précision. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez de moins en moins dans vos services en hospitalier et qui n'est quasiment plus utilisé, je pense, qui n'est pas du tout utilisé. Bon. Ou sur les antibiotiques qu'on fait en bolus. Mais, exactement. Ouais. Alors l'optimal, c'est le pousse-seringue électrique. Alors c'est ce qu'il y a de plus précis, mais se pose toujours la question du coût, parce que c'est un investissement. Hein. Tous les centres hospitaliers et tous les services n'ont pas forcément tous cet appareil biomédical. Donc nous, on vient avec nos recommandations, on vient dire à la collègue, il faudrait que tu le mettes en PSE, et elle te regarde, elle fait, mais j'ai pas de PSE. Donc voilà, c'est un peu la deuxième problématique qu'on rencontre, c'est l'aspect économique de toutes ces recommandations, où il n'y a pas forcément le budget qui suit dans les services. Le PSE, le souci, ça peut être aussi le petit volume de dilution, hein, puisqu'on est à 50, des pousse-seringues avec des seringues de 50 ml. Donc, en fonction de la dilution recommandée, ça peut être un souci. Du coup, on bascule après sur des pompes volumétriques qui sont un petit peu moins précises, mais qui permettent d'avoir des plus grands volumes. Mais voilà, la question économique revient quand même. Et du coup, quand on sort de l'hôpital, il y a les fameux diffuseurs portables et en élastomère. Et puis, on a vu les nouveaux diffuseurs aussi en plastique pour augmenter la stabilité. Je ne vais pas m'avancer là-dessus. Dans les matières des diffuseurs, on n'est pas du tout à l'aise. On laissera les spécialistes en parler. Juste, on voulait montrer cet outil qui existe parce qu'au-delà du BUA, il y a aussi la méconnaissance et le mésusage des DM. Donc, il existe des petites checklists comme ça qu'on peut détourner pour justement permettre aux intérimaires, aux élèves, aux jeunes diplômés, aux nouveaux collègues pour savoir, voilà, concrètement, là, on me met devant une pompe que j'ai jamais utilisée de ma vie. Je ne vais pas du tout être à l'aise pour la lancer et pour indiquer le volume, la vitesse, tout ça. Donc ça peut être des outils que nous aussi on peut créer pour épauler nos collègues dans l'utilisation des DM affiliés. Et du coup, tout ça pour montrer qu'en fait on ne veut plus voir ça. Petite photo sans dénoncer où, mais on ne veut plus voir ça. Alors ça, c'est un autre outil qui a été fait par l'Omedit. Alors là, on est plus sur des choses Perros, donc pas vraiment dans ce qu'on parle depuis ce matin, puisqu'on parle plus de l'IV, mais il faut savoir que c'est un outil qui est aussi à disposition, avec du coup, savoir si c'est un médicament qu'on peut écraser, pas écraser, à quel moment le prendre, et puis avec quoi ne pas le prendre aussi. Donc c'est un outil qui peut être vraiment très utile, voilà. Voilà. Donc voilà, les deux outils. Vous avez la version Perros, la version IV. Sachant qu'effectivement, on se basera toujours sur la prescription détaillée du médecin. Hein. Nous, on se couvre. On est dans le conseil. On n'ira jamais dans l'imposition. On reste dans le conseil. Et il faut bien que la prescription médicale soit détaillée. On a tous des logiciels informatisés à l'hôpital, Orbis, HM, DXCare, où du coup, le projet, c'est que quand le prescripteur souhaite prescrire une molécule, il y ait des protocoles préétablis pour justement guider vers le bon usage et les recommandations, mais la prescription libre sera toujours accessible. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui est médicalement conseillé pour que ça soit en corrélation avec les recommandations actuelles. Et à côté, pour le domicile, il existe de ce type de prescription très très détaillée. J'espère que ça va la qualité de la photo. Voilà, concrètement, c'est une des presses qui existe pour des prestataires ou des libéraux, qui peuvent être extrêmement détaillés et qui permettent un bon usage des antibiotiques à la maison. Alors, on va vous faire quelques petits points sur des molécules que vous connaissez, et puis ça se trouve, donc vous connaissez très bien la surveillance, mais voilà, pour recentrer un petit peu les choses que nous, on surveille et dont on essaie de faire passer les messages dans les services. Alors par exemple pour l'exemple de la Vanco, vous connaissez tous que du coup la concentration ne doit pas être la même si c'est sur une voie veineuse périphérique ou une voie centrale, puisque la voie veineuse périphérique on sera qu'à 5 mg par millilitre, donc ça veut dire qu'on va devoir hyper diluer si on le passe en périphérique, alors que si on le passe sur une voie centrale, du coup la concentration peut être beaucoup plus importante. C'est un produit qui est très acide et c'est pour ça qu'il est vénotoxique. Et c'est pour ça donc du coup qu'il faut essayer de, toujours le bien diluer et privilégier toujours la voie centrale.
Également un traitement, on en a parlé ce matin, mais qui doit avoir une dose de charge à l'introduction de la thérapeutique, avec une stabilité qui peut être de 24 heures, du coup aussi bien dans du G5 que du sérum Phi, et avec beaucoup d'incompatibilités physico-chimiques avec d'autres molécules. Donc c'est vrai que c'est un traitement dont on recommande de passer seul. Voilà, dans la mesure du possible. Et comme on a pu dire aussi, ça a été dit ce matin, c'est voilà, important de faire des dosages sur l'Avanco. Voilà, et du coup de ne pas prélever ce dosage sur le dispositif où passe l'Avanco. L'AMOX, c'est un grand sujet dans les services. Il y a eu quand même une alerte ANSM sur cette molécule que vous connaissez très bien. Il y a un grand risque de cristallurie, d'où la nécessité de respecter la concentration maximale et de toujours préconiser du NaCl. Il faut être vigilant là, avec les jours, enfin là on est censé être en période estivale, c'est pas très flagrant, mais ça va venir, où du coup la température peut altérer aussi la stabilité de la molécule. Donc vous avez mis une condition optimale en bas de diapo, mais pareil, voilà, toujours à réadapter avec vos conditions de service ou du domicile, avec une hydratation toujours très importante qui n'est pas forcément prescrite en automatique en hospitalier. Ceftazidime, où là la stabilité peut dépendre aussi et de la température et de la lumière. Donc du coup voilà, faut savoir que la ceftazidime produit de la pyridine et qui du coup peut avoir des doses toxiques du coup aussi au niveau hépatique mais aussi au niveau rénal. Donc alors il y a eu, voilà, ce matin vous nous avez annoncé que c'était, voilà. On va en parler tout à l'heure. Donc bon, bah, du coup on va. Ça va nous permettre de discuter Ouais. par la suite. On va passer sur. Ouais. Et un dernier exemple, on vous montre le. Non, avant-dernier exemple, pardon, on vous montre le méropenem, où là, par contre, c'est un traitement, du coup, le méropenem, du coup, bêta-lactamine, qui fait partie des pénèmes, où là, que ça doit se passer en prolongé, enfin, ça peut se passer en prolongé, sur un délai de 3 à 8 heures. Voilà, avec un maximum de 25 degrés. Attention, il est altéré par le G5, donc il faut le passer avec du sérum physiologique. Et on voit bien, du coup, au niveau de la. Voilà, quand on le passe avec du G5, on a une coloration qui peut devenir un peu jaunâtre. Voilà. Et enfin la céfazoline qui, pour le coup, dans le respect de la concentration MAC, nécessite un fractionnement selon le dosage que vous avez pour vos patients, avec un PSE qui est quand même plus précis, où parfois, effectivement, il va falloir 3 administrations pour respecter cette concentration. On va aborder les effets indésirables et toxicités avec de magnifiques photos pour les âmes sensibles. Préparez-vous. Alors on en a parlé pas mal depuis ce matin. La vénotoxicité, c'est l'un des premiers effets, on va dire, indésirables qu'on peut avoir, notamment avec la vancomycine. Deuxième effet, c'est la néphrotoxicité. Alors ça va plus concerner tout ce qui est aminosine, vanco, péni, à forte dose, mais également le Bactrim. Troisième toxicité, donc toxicité digestive avec plus des nausées, troubles digestifs. Alors ça va être plus les bêta-lactamines, les quinolones, la quinda, qui peuvent du coup sélectionner des résistances, on en a parlé ce matin, et augmenter le risque d'attraper des colites à Clostridium. Bon, après, voilà, la liste va toucher quasiment tous les organes, toxicité hépatique, les pulmonaires, hémato. L'autotoxicité, qu'il faut savoir, est un effet indésirable irréversible, donc il ne faut pas le négliger. Neurotoxicité, toxicité musculaire, voilà, selon les molécules, vous avez forcément une toxicité et des effets indésirables à surveiller. D'où du coup l'importance des dosages qui a été abordé ce matin. Alors sans prétention, on a essayé de vous faire un petit tableau récap des temps selon est-ce que c'est un antibiotique temps dépendant ou concentration dépendante. Donc voilà, si vous voulez qu'on détaille. Oui, en fonction de si vous passez votre antibiotique en continu ou bien en prolongé. Alors là, on est plus sur du temps dépendant, de savoir à quel moment vous devez prélever. Et du coup, pour des concentrations dépendantes, on peut prélever deux choses. Soit on va prélever au pic, soit on va prélever en résiduel. Donc voilà. Concrètement, schématiquement, ça donne ça, pour que ce soit un peu visuel. Maintenant, des choses sympathiques, les toxidermies.
Alors effectivement, ça a été abordé ce matin. La réaction, elle peut être immédiate, qui fait type urticaire souvent, ou retardée, type exanthème maculopapuleux, qui peut être un peu plus impressionnant et qui peut arriver 7, 10 jours, voire plus parfois après l'administration de la dernière dose d'antibio. Et puis, il y a des retardés sévères, ça a été abordé également ce matin, mais on voulait vous imager du coup les syndromes de l'aïeul, le DRESS et la pustulose qui peuvent être assez impressionnantes. Donc ça, c'est vraiment les toxidermies avérées. À côté, comme ce qui a été dit, il y a les allergies. Alors, beaucoup de patients se disent allergiques au pénis, à l'amoxicilline, mais souvent voilà, il n'y a pas eu de diagnostic allergo vraiment de posé, souvent des épisodes dans l'enfance, isolés, pas forcément tracés, et c'est un petit peu par légende urbaine qui redisent ça à leur médecin en consultation. Donc nous, c'est un grand travail qu'on voudrait mettre en place avec voilà, la rencontre de nos patients autour d'un entretien déjà de recueil de données, et puis par la suite les intégrer à notre cohorte de patients qui pourraient être dépistés pour les allergies. On utilise, nous, la méthode du PenFast. C'est un autre questionnaire différent de celui qui a été présenté ce matin. C'est dans le même style qui nous permet, voilà, nous, en tant qu'infirmières, de se dire, quand on aura le protocole de coopération, on va pouvoir, avec un arbre décisionnel, voir nos patients, faire les prics, faire l'IDR et après, en 2 injections intraveineuses, tester la tolérance à l'antibiotique et notamment la pénicilline. Pour l'instant, on reste concentré sur les pénis. Pour sélectionner ces patients qui seraient à moindre risque, on utilise ce questionnaire PenFast. Donc, il ne faut pas hésiter à, quand votre patient vous dit « je suis allergique à la pénicilline », ce questionnaire-là, il est disponible sur Internet. Enfin, c'est quelque chose d'officiel qui est anglo-saxon, canadien, il me semble. Non, je ne sais plus bien. Anglo-saxon. Et déjà, ça vous permet d'étayer, peut-être de faire une remontée au médecin généraliste ou au médecin référent de vos patients pour commencer à réorienter et creuser ce côté allergique qui n'est pas forcément avéré et qui, mine de rien, empêche beaucoup de bonnes thérapeutiques et de bonnes propositions de thérapie. Toujours avec tout ce qui est un petit peu dermato, la photosensibilité, mais ça a été évoqué également ce matin, donc voilà. On voulait juste vous faire cette diapo-là aussi pour axer l'importance de l'éducation thérapeutique des patients, parce que mine de rien, c'est essentiel. Souvent, on voit l'éducation thérapeutique pour les maladies chroniques au long cours, type diabète, insuffisance rénale. Voilà, il y a énormément de pathologies connues et institutionnellement, il y a énormément de programmes pour ces pathologies-là. Récemment, il y a les leucémies qui ont intégré du coup les conditions de l'éducation thérapeutique parce que justement ça faisait une prise en charge de 6 mois et plus. Nous en antibiothérapie, on est quand même plus court, plus restreint, mais mine de rien, 4, 6, 8 semaines d'antibiothérapie, il faut guider nos patients, on ne peut pas les laisser comme ça sortir de l'hospitalier sans avoir de suivi par la suite et un minimum d'informations. Donc voilà, la photosensibilité, c'est une des informations qui a à passer. Vous avez par le CHIROAC plein de fiches comme ça à télécharger. Nous, on essaiera de créer des outils parce que voilà, il y a une difficulté de littératie. Concrètement, un patient qui ne parle pas français ou qui ne lit pas, c'est un moyen abordable. Donc on va essayer de créer des outils plus ludiques et plus simples, mais ces fiches sont hyper complètes. Et elles existent et vous pouvez plein de molécules. Quasiment toutes les molécules antibiotiques en fait. Juste un grand point commun de tous les patients, qui soient chroniques ou pas chroniques, c'est qu'ils ne nous écoutent pas, il faut être honnête, hein. Ils ne nous écoutent pas et ils ne lisent pas les ordonnances. Donc effectivement, l'éducation thérapeutique, c'est hyper important parce que la doxycycline, c'est quelque chose qu'on prescrit souvent dans la mucoviscidose pour 14 jours. On met sur l'ordonnance attention au soleil, on leur dit, et après, ils reviennent, ils disent « Ah, j'ai pris un sec coup de soleil. Ah, oui, hein, vous me l'aviez dit, mais bon, je vous avais. Ouais, voilà. » Donc, c'est hyper important, et surtout, qu'ils soient chroniques, pas chroniques, ils n'écoutent jamais. Hein. Et ils ne lisent pas les ordonnances. Hein. Et ils écoutent les pharmaciens qui leur prescrivent des INS quand ils ont de la fièvre. Ouais. Non, mais ça crée le cœur, mais c'est... Voilà, c'est une thématique qui nous tient vraiment à cœur dans le suivi de nos patients. Ah oui, c'est du travail, mais on va le déclarer à l'ARS, ce programme. On y tient. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les différentes fiches qui existent et qu'on trouve extrêmement complètes et très bien détaillées, qui peuvent vous servir en appui, que ce soit en hospitalier ou à domicile. Un
un des derniers outils voilà, qu'on peut vous proposer aussi. Là, du coup, on a résumé en fonction des molécules la toxicité et les effets indésirables qui pouvaient apparaître, et du coup la surveillance biologique voilà, qui devait être faite par rapport aux différentes molécules. Donc on vous laissera regarder un peu plus en détail, mais grosso modo. Ouais, l'idée c'est toujours d'avoir l'efficacité du traitement, une bonne efficacité du traitement, du coup d'évaluer la clinique, et en fonction du coup de la biologie qu'on va faire, ou même des électros, puisqu'on vous a mis les électros aussi dedans, de savoir si on maintient l'antibiothérapie, si on la change, si on fait voilà, un temps de pause comme on parlait tout à l'heure par rapport au pic des aminosides, par rapport aux aminosides, de savoir si on attend un petit peu avant de reprendre le traitement. Voilà. Alors très rapidement, on n'aura pas de liste exhaustive des incompatibilités et interactions entre antibio. Concrètement, hein, vous le savez, il faut éviter de mélanger. Il y a eu cette publication aux Journées nationales des infectieux l'an passé. Voilà, concrètement, ça manque encore de données, donc il faut attendre que les recos tombent, il faut attendre qu'il y ait plus d'études, mais voilà, au mieux du mieux, il faut éviter de les passer en simultané. Pour conclure, très rapidement. Les messages, voilà, les messages importants que du coup qu'on voudrait que vous reteniez, voilà, c'est premier point, optimiser le traitement avec toujours cette idée de pharmacodynamie, pharmacocinétique, voilà, pour avoir la meilleure prise en charge par rapport à la bactérie, par rapport à la pathologie, par rapport aux patients, voilà. Comme ce qui a été dit ce matin, on essaiera. Il faudrait essayer de privilégier tout ce qui est IV continu ou poulanger. Et bien sûr, dès qu'on peut passer au péros, on y va. La dose de charge, ça a été abordé. Hein, optimale quand elle est débutée en même temps que l'IV continu. Voilà, bien être au courant de ces DM, avoir les DM affiliés tant bien que possible, parce que voilà, ça reste moins chronophage quand on utilise des diffuseurs, c'est ça que je voulais vous dire, quand il y a eu quand les diffuseurs peuvent être mis en place, c'est quand même moins chronophage pour le domicile, surtout ça évite les multipassages, il y a quand même moins d'IAS, le retour domicile est quand même plus facile à organiser et une amélioration de la qualité de vie des patients de manière certaine. Et puis du coup, voilà, l'importance de la surveillance des patients, que les paramédicaux connaissent bien toutes les intolérances, tous les effets secondaires, voilà, de bien surveiller la clinique pour du coup être beaucoup plus alerte sur tous ces effets indésirables et cette toxicité que peuvent avoir les antibiotiques. Et voilà, c'est vraiment nous ce qu'on voudrait, les messages qu'on voudrait faire passer. Voilà. Alors, on a essayé de faire un truc un peu fun. La checklist du parfait IDE ou de la parfaite IDE, du coup, avec les points de vigilance, c'est un peu sur quoi il faut s'appuyer, les étapes essentielles un petit peu dans la prise en charge de vos patients. Vous avez forcément dans votre réseau territorial des halos, des jokers téléphoniques d'avis infectieux, soit des EMA, soit des équipes, alors qui ne s'appellent pas forcément EMA, mais qui peuvent vous donner un avis infectieux. Essayez de vous rapprocher soit de vos CPTS, soit de vos CH de vos localités de secteur. Merci. Il y a forcément une carte joker au bout du téléphone. Notre réseau ne demande qu'à s'étendre. N'hésitez pas à nous contacter. On est preneuse d'idées, on partage nos outils volontiers. Voilà, ça se construit tout doucement, notre rôle infirmier en tant que référent antibio. Donc, il ne faut pas hésiter à plus on est... plus on avancera vite sur tous les outils. Voilà. Voilà. On remercie Christian de nous avoir invités. On remercie notre collègue Arnaud Laporte qui a présenté un topo lors des GNI, du coup qui nous a permis de terminer notre présentation ce jour avec les dernières recommandations qu'il a pu présenter la semaine passée. Voilà. Merci beaucoup.